Encore une fois, merci aux organisateurs pour la soirée d'hier, qui s'est un peu prolongée pour certains. Mais à part ça, j'espère vraiment essayer de vous amuser avec ce dernier topo sur le big data et le machine learning et l'intelligence artificielle en orthopédie. C'est un topo que j'ai préparé avec Ayush Parekh, qui est le jeune homme qui est là, qui travaille à l'HSS et qui est la star mondiale du sujet sur l'IA. Donc, les slides sont un peu chargés. Je vais essayer de vous extraire la substantielle moelle pour que vous puissiez appréhender le futur de l'orthopédie à travers l'intelligence artificielle. Alors, la première question, c'est pourquoi on a besoin d'IA? Vous voyez, ça, vous voyez, l'IA, il y en a partout, de Netflix jusqu'à des choses plus compliquées. Et plus les tâches sont compliquées, plus l'IA va avoir un rôle puissant. Et vous voyez qu'on considère que la médecine, ce sont ces éléments-là. C'est à la fois compliqué, difficile, et on n'a pas le droit de se rater. Unforgiving to mistakes, donc ça ne tolère pas l'échec. Il faut savoir que aujourd'hui, 30% des données mondiales, 30% des données qui fluctuent entre les êtres humains sont des données de santé. Donc il y a un tiers des datas qui sont transmises entre nous, qui sont des données de notre santé. Donc il y a quelque chose à faire dessus, puisque toute cette masse de données doit nous permettre de nous améliorer. Sinon, je vois pas pourquoi on la collecterait. Elle est souvent collectée malgré nous, et on va voir le système. Donc l'idée, elle est assez simple. Ça peut être partout. J'ai essayé on va pas tout couvrir. Je vais vous donner quelques exemples précis de ce qui se fait récemment et ce qui va, je pense, changer notre vie à tous. Vous voyez, dans le plan clinique, on peut être de partout, de comment on fait pour récupérer le pognon des malades, jusqu'à être plus précis dans notre façon de trier les gens et d'améliorer la santé des gens. Comment on peut s'améliorer techniquement, ou comment on peut améliorer nos équipes et le fonctionnement de notre vie professionnelle. On va se concentrer sur deux éléments, les données médicales d'imagerie, qui sont la grosse masse de ce qu'il y a dans la littérature scientifique, et l'aide à la décision clinique, qui est un gros package dont on va parler. Pourquoi on a besoin d'IA? Alors là, c'est un exemple qui est sur l'imagerie, mais qui s'applique à peu près à tout. Vous voyez, ça, c'est le système actuel. Pour avoir une idée radiologique, vous faites un examen, une IRM, ce que vous voulez. Il y a un interne qui va lire l'imagerie, qui va l'interpréter. Il y a un senior qui va vérifier ce qui a été écrit par l'interne, et vous allez avoir un report. Donc en fait, la chaîne de commandement est assez courte et simple. Il y a que 2 intervenants, mais il n'y a aucun rétrocontrôle. C'est-à-dire que si le senior regarde les images à la va-vite, tout va passer à travers le grill de la simple évaluation d'un étudiant qui est, entre guillemets, l'interne ou l'assistant qui est encore en formation. Si on passe sur un système d'IA, tous les éléments, il va y avoir un nombre de barrières de rétrocontrôle, de rétro-analyse qui sont monstrueux, puisque tout se fait en tâche instantanée ou presque. En quelques secondes, vous allez réussir à avoir une analyse faite par un système de données qui va s'auto-évaluer. Et finalement, vous voyez, l'interne va réapparaître dans l'équation très loin, quasiment sur l'étape 6 ou l'étape 7, pour juste vérifier que l'IA n'a pas dit de bêtises et qu'on n'est pas sur des éléments de la zone grise qui sont les plus durs à analyser, parce que l'IA va très facilement dire c'est blanc, c'est noir, il y a un cancer, il y a rien. Sur les images intermédiaires, elle va encore avoir besoin de la performance clinique et de l'œil du clinicien, mais fort heureusement ou malheureusement, ces éléments-là vont être de moins en moins fréquents, puisque la zone grise se rétrécit d'année en année, et on a de plus en plus des IA qui ont une capacité à être très discriminantes sur notre réalité clinique. Mais quand même, je pense que c'est l'origine de tout. Il y a quand même quelques petits éléments à discuter sur l'IA. Le vrai problème, c'est qu'il faut que l'IA, elle réponde à un souci. Il faut que les intelligences artificielles qui sont nos aides doivent répondre à un souci. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de solution. Donc aujourd'hui, c'est un peu, on va parler à la fin, un des drawbacks, un des éléments problématiques de l'IA, c'est qu'il y a énormément de solutions d'IA qui existent. Il y en a très peu qui sont utiles. Donc, pour faire ça, il faut réfléchir à un workflow, et je vais vous parler de quelques IA qui, à mon sens, vont changer les choses. Ça, c'est un papier qu'on avait écrit nous, c'est juste pour faire une analyse. De façon simple, vous n'avez pas besoin de beaucoup de données initiales pour faire une IA très puissante, puisque aujourd'hui, on a des outils pour multiplier à l'infini des données préexistantes. Là, c'est un truc qu'on avait fait sur la mesure de la pente tibiale en radiologie. En fait, avec une radio, vous pouvez faire 20 radios qui sont plus ou moins les mêmes. Vous la tournez un peu, vous la changez de couleur, vous changez sa qualité. L'intelligence artificielle va analyser ces données, va travailler dessus, le machine learning, l'apprentissage de la machine, comme si c'était des radios différentes. Donc avec juste 2000 radios, vous pouvez avoir un set de 2000 radios, de 10 000 radios très facilement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On abreuve la bête avec des éléments proches les uns des autres, assez modifiés par des systèmes d'analyse d'intelligence artificielle eux-mêmes. Et on arrive à avoir beaucoup de data avec peu de choses. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire sur des millions et des millions de cas. L'intelligence artificielle peut être créée à partir de pas grand-chose.
Ça, c'est un papier qui a été écrit par l'équipe de Vienne. J'ai un peu bouffé les noms des gens, mais sur la même chose sur l'analyse de déformation. Vous voyez que ce qui est certain, c'est que par rapport à vous, tracer tous ces angles, moi, quand je fais une analyse d'ostéotomie, ça me prend 5 minutes. Quelqu'un qui n'est pas entraîné, peut-être 6, 7, 8. L'IA le fait dans un claquement de doigts puisque tout est déjà précalculé à l'avance, tout est entraîné à l'avance. Donc vous avez une réponse qui est quasiment de l'ordre de la seconde. Comme a montré Bertrand, c'est le recalage de l'IRM, c'est 20 secondes pour une tâche qui est vraiment très très longue si vous devez la faire séquencer manuellement. Donc vous avez un exemple que j'aime bien, c'est VisiEye, qui a été déployé à Cleveland University au départ. C'est une intelligence artificielle qui regarde est-ce qu'il y a un AVC ou pas. Est-ce qu'il y a un AVC hémorragique? Est-ce qu'il y a un AVC nécrotique? Ils ont déployé cette technique. Ça met 15 minutes à répondre à la question, avec encore une fois la création d'une forme de zone grise. Ils ont diminué de 58% la mortalité dans le service. Il y a un mec sur 2 en moins qui est mort, juste avec un outil qui dit il y a un truc, il n'y a pas de truc, je sais pas. Donc, il se passe quand même quelque chose derrière nous. L'autre outil, et là on va un peu rentrer dans le vif du sujet, c'est la création de registres automatisés. Alors ça, faut savoir que le plus gros registre sur ligament croisé, puisqu'on est sur ligament croisé, c'est le registre norvégien de Lars Engelbretsen. Il y a aujourd'hui quasiment 60 000 ligaments croisés, là, et 25 000 sur l'analyse, avec 8 ans de recul. Et en fait, ils se rendent compte que il y a probablement 60% des malades qui ont mal répondu, peu répondu, qui ont des données qui sont pas fiables. Il y a que 40% des patients de ce registre qui sont des bons malades, analysables simplement. Donc finalement, ils n'arrivent plus à avoir des modèles crédibles à partir de leur immense registre de données, parce que plus le temps passe, moins les données sont fiables. Donc on se dit, il y a 63 000 LCA inclus dans la base de données. En fait, on peut rien en faire parce que vraisemblablement, quasiment un quart de ces données-là sont fausses, ou en tout cas mal remplies, ou non à jour, ou non faites. Donc l'idée, c'est est-ce qu'une IA pourrait pas améliorer les choses? Est-ce que si on donne à manger à la bestiole, est-ce qu'on n'aura pas facilité à entretenir nos bases de données qui sont, rappelons-le, un cauchemar, SFA Data Lake, on peut en parler. Très rapidement, les gens ont plus du tout envie de répondre. Donc si on n'a pas des systèmes qui nous permettent d'implémenter ces données-là, on n'y arrive pas. Le système créé à la HSS, juste pour vérifier que le registre des arthroscopies de hanche et des prothèses de hanche disait bien la même chose. En fait, ils ont juste demandé à la machine de regarder les radios et de s'assurer que les implants qui sont supposés être posés sont les bons. Donc, vous voyez, environ 25% des données dans le registre de la HSS étaient erronées. Juste pour dire c'est une PTH, c'est une PTG. Hein. Donc, on demande à l'intelligence artificielle de recaler les registres et de remplir à la place du clinicien ou de la secrétaire ou de qui vous voulez les registres. Et là-dessus, vous voyez, 99,9% d'efficacité. À la fin, les données sont vraiment les bonnes données. La machine a tranché en faveur pour améliorer la qualité de nos registres. Et après, voilà, ça c'est la partie encore plus incroyable. C'est la création de radios synthétiques. Vous allez me dire à quoi ça sert? C'est créer des fausses radios. À partir de bases de données monstrueuses de la HSS, ils arrivent à créer des fausses radios. Vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir une fausse radio? C'est la radio que vous aurez dans 5 ans. Il prend une radio il y a 1 an, une radio il y a 2 ans, il crée la radio dans 5 ans. Donc vous dites aux gens, voilà, votre processus arthrosique évolue à cette vitesse-là. Parce qu'on a 35 ou 40 000 malades qui ont eu le même profil évolutif que vous, et vous êtes dans ce scénario-là. Donc dans 5 ans, vous aurez ça. Donc c'est le moment de choisir l'ostéotomie, la PUC, le LCA, la suture de racine, parce que si vous faites pas ça, on sait que l'histoire naturelle, votre radio, ce sera ça. Et donc ça, c'est une idée quand même très puissante à la fois pour le clinicien et pour le patient. On anticipe, on voit le futur. L'IA voit le futur. En tout cas, elle voit le futur de la dégénérescence arthrosique du patient. Quelques mots sur les problématiques, parce que quand même c'est pas tout blanc comme ça malheureusement. Vous voyez que sur les 100 derniers produits d'intelligence artificielle proposés pour la santé, il y en a que 18 qui ont une efficacité réelle en clinique. Ça veut dire que pour 100 outils qui sont développés, il y en a que 18 qui servent peut-être à quelque chose. Donc tout n'est pas blanc, c'est pas la révolution tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de prix Nobel à la suite de ces IA d'amélioration des registres, il faut être lucide là-dessus. Mais voilà à quoi ressemble l'IA d'aujourd'hui. Et bien sûr, le chirurgien de demain 2.0 sera un chirurgien, ce sera pas un robot, ce sera pas une IA, ce sera un chirurgien qui utilise ces éléments-là. Et je vous remercie de votre attention, je pense que j'ai fini.